BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence par s'intéresser aux concentrations d'antibiotiques dans les eaux du Pacifique occidental et d'Asie du Sud-Est. Alors c'est un travail de recherche approfondi effectué par des universitaires suédois et indiens qui apporte de très importantes indications, aussi bien aux autorités sanitaires qu'à l'industrie pharmaceutique. C'est une lecture, alors il faut le dire somme toute, assez compréhensible pour quelqu'un qui a un minimum de bagage scientifique. Ouais, Et il établit pour le Lancet Planetary Health combien les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées et les stations d'épuration posent de risques à de nombreux pays de l'Asie émergente. Ah ouais. Et qu'à ce titre, cela concerne le monde entier par la possible propagation d'agents pathogènes résistants. Nadahana et ses collègues identifient une pénétration de résidus d'antibiotiques dans les mers, les lacs, les cours d'eau, les fleuves, les nappes phréatiques, à travers ce qui provient des municipalités, des hôpitaux et des usines de médicaments. Alors, ils établissent une identification de dizaines de différents soucis qui sont recensés par région. Et les courbes présentées ne laissent aucun doute, en particulier chez les très grands consommateurs de traitements antibiotiques que représentent en volume l'Inde et la Chine. Ouais. Une attention bien plus accrue, nous dit-il, en la matière est censée être portée au réseau d'eau potable en connexion avec les stations d'épuration, ce qui requiert de retravailler l'ensemble de l'évaluation des risques de l'interaction entre les autorités locales, entre les régulateurs et les industries. Mais ça suppose aussi de repenser le recours extrêmement massif aux antibiotiques, en particulier ceux du spectre le plus large. Et cela ne concerne pas que les êtres humains. Ils sont de plus en plus utilisés à des fins thérapeutiques et non thérapeutiques dans les activités d'élevage, d'agriculture, d'aquaculture. Les listes d'observation particulières de l'Union européenne sont mises par ailleurs en exergue par les auteurs comme une forme de vigilance plus marquée et comme une sorte de chemin à suivre. On part au Brésil. Ensuite, Benahouda, au moment où Lula revient au pouvoir, un article qui souligne l'insoutenabilité de la politique économique au Brésil dans les années 2000. Oui, dans un contexte d'extrême tension, ce retour au pouvoir de Lula et Luiz Inácio Lula da Silva, c'est un travail d'analyse économique où on se replonge dans la première période d'exercice du pouvoir par cette figure de la gauche latino-américaine et d'ailleurs de la figure de la gauche mondiale. Ouais. Un chercheur de l'Institut brésilien d'économie de Rio de Janeiro, le FGV, entend démontrer que la rechute qui a suivi son premier passage à la tête de l'État quelques années plus tard ne saurait être attribuée au seul choc exogène, au seul choc extérieur financier. Samuel Pessoa, qui reprend un à un les paramètres de croissance, d'inflation, de taux de change et d'emploi durant ces années 2000 si prometteuses. Et il estime à partir de là que les salaires dans son pays à cette époque ont augmenté bien au-dessus de la progression de la productivité du travail au Brésil. D'après son analyse, la hausse des prix des biens brésiliens non échangeables à l'échelle internationale était en principe compatible avec l'évolution du paramètre essentiel qui est le taux de change du réal. Et entre 2005 et 2014, nous dit-il, c'est-à-dire aussi sous une partie du mandat de Dilma Rousseff, qui a été la vice-présidente de Lula da Silva, les exportations sont passées d'un excédent de 4,3% du produit intérieur brut à un déficit de 3,7%. C'est un retournement extraordinaire, 8 points de produit intérieur brut, qui dit beaucoup, d'après l'auteur, du degré élevé d'artificialité de la politique économique de l'époque, la gestion d'un budget fédéral qui n'a pas été conforme à une nécessité de s'appuyer sur les belles années d'essor de l'activité économique. Samuel Pessoa écrit alors ceci: quand le temps des vaches grasses sont passés, nous n'étions pas préparés à affronter ceux des vaches maigres. Pour lui, le Parti des travailleurs de retour aux manettes doit en tirer tous les enseignements et songer maintenant à rendre soutenables à long terme les perspectives d'une reprise économique pour espérer sortir enfin le pays du piège du revenu intermédiaire. Ouais. Et on s'intéresse enfin, Benahouda, aux jeunes qui parient en Irlande. Oui, c'est le SRI, l'Institut de recherche économique et sociale de Dublin, qui vient de sortir des éléments très intéressants sur une explosion des paris en ligne au sein de la jeunesse irlandaise. Greta Mohan et son collègue ont compilé, analysé les données auprès de 4500 personnes. Ils ont été suivis entre leurs 17 ans et leurs 20 ans. En aussi peu de temps, on voit que cette activité de loisir a été multipliée par 4. Et cela se révèle bien plus marqué
auprès des hommes. À 20 ans, ils sont pratiquement 16% à jouer régulièrement à des jeux d'argent en ligne, avec les différents risques déjà clairement identifiés que cela induit. Une corrélation statistique très instructive, frappante, est établie ici avec la pratique d'un sport collectif. Un jeune Irlandais qui joue par exemple au rugby ou au football est presque 3 fois plus susceptible de parier de la sorte que ceux qui pratiquent un sport individuel ou qui ne font tout simplement pas de sport. Les auteurs expliquent que les résultats de cette analyse empirique soutiennent l'idée d'effet d'entraînement en termes de comportement dans le sport collectif, pour ne pas dire un effet moutonnier, une forme de norme sociale qui s'installerait par ce biais spécifique. L'équipe constitue, je cite, un forum approprié pour discuter de la sensibilité aux paris d'argent, donc. Et cette étude les paris de vestiaire. Exactement, et il faut faire comme les autres. Et cette étude devrait être perçue, écrivent-ils, comme une preuve d'une nécessaire adaptation de la régulation dans le domaine des jeux de hasard, mais aussi de la pratique sportive chez ces amateurs qui sortent de l'adolescence. Et il y a 2 textes législatifs qui sont en cours de débat en Irlande. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.